Ma sœur a usurpé mon identité, 78 € de dette. Mes parents voulaient que je pardonne, mais j'ai porté plainte. Au tribunal, ils ont témoigné contre moi, jusqu'à ce qu'une question du juge fasse pleurer ma mère. Je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans, et il y a 3 semaines, j'ai vu ma propre mère pleurer dans une salle d'audience. Non pas parce qu'elle était désolée de ce qui m'était arrivé, mais parce qu'une juge lui a posé une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Ma sœur a volé mon identité. Elle a ouvert cette carte de crédit à mon nom. Elle a accumulé 78 000 € de dette pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour économiser pour mon premier appartement. Et quand je l'ai découvert, mes parents m'ont dit de lui pardonner. C'est la famille, ont-ils dit. Tu peux rembourser ça petit à petit. Alors, j'ai déposé une plainte à la police et lors de la comparution initiale de ma sœur, mes parents se sont présentés pour témoigner contre moi. Ils m'ont qualifié de rancunière. Ils m'ont qualifié de sans cœur. Ils ont supplié la juge de laisser ma sœur partir. La juge a écouté. Puis elle a posé une question, une seule. J'ai toujours été doué avec les chiffres. C'est pourquoi je suis devenu comptable dans un cabinet financier de taille moyenne à Lyon. C'est pourquoi je suis chaque euro, chaque achat, chaque centime qui quitte mon compte courant. Et c'est pourquoi à 27 ans, j'avais une excellente note de crédit de 781 à compte économisé pour mon premier appartement. Mon studio était petit, 37 mètres carrés de moquette beige et une fenêtre qui donnait sur un parking, mais il était à moi. Payé avec mon propre argent. Sans l'aide de personne. Ça a toujours été comme ça. En grandissant, j'étais l'enfant facile. Ma sœur aînée, Brigitte, avait besoin d'attention, de réconfort, d'aide. Elle a 4 ans de plus que moi et, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours pour elle que nos parents se sont inquiétés. Brigitte est sensible, disait maman. Elle ressent les choses plus profondément que toi, Ophélie. J'ai appris très tôt que demander des choses signifiait prendre à Brigitte. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai payé mes études moi-même. Bourse, petit boulot, nuits instantanées pour dîner 3 soirs par semaine. Brigitte, elle, papa et maman ont couvert ses frais de scolarité, son appartement, son assurance auto jusqu'à ses 25 ans. Je ne me suis jamais plainte. À quoi bon? Tu es si indépendante, m'a dit papa un jour, comme si c'était un compliment, comme si j'avais choisi cela au lieu que ça me soit imposé. Je ne savais pas alors que mon indépendance faisait de moi la cible parfaite. Je ne savais pas que mon silence, mon autosuffisance, ma capacité infinie à gérer les choses seule, tout cela avait été noté, catalogué, utilisé comme une arme. Mais je m'emballe. Il y a 4 semaines, je croyais encore que la famille signifiait quelque chose. Que les liens du sang étaient plus forts que la trahison. J'étais sur le point d'apprendre à quel point j'avais tort. 2 mois avant que tout ne s'effondre, nous avons eu un dîner de famille chez mes parents. C'était l'idée de Brigitte. Elle avait posté sur Instagram sur le fait de se reconnecter avec la famille et maman avait adoré. J'ai conduit 45 minutes après le travail pour être là. J'ai apporté une bouteille de vin, mis la table sans qu'on me le demande. Quand Brigitte est arrivée en retard, bien sûr, maman a pratiquement couru pour la serrer dans ses bras. Oh mon Dieu, c'est un nouveau sac? Les yeux de maman se sont illuminés devant le sac de créateur de Brigitte. Je l'ai reconnu. Un Lancel. Il devait valoir au moins 500 €. Chérie, tu ne devrais pas dépenser comme ça si tu as des difficultés. Brigitte a simplement souri, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. Personne n'a demandé d'où venait mon sac. Personne n'a posé de questions sur quoi que ce soit. Pendant le dîner, la conversation tournait autour de Brigitte, son travail à la boutique, son nouvel appartement, sa vie amoureuse. Maman s'est penchée, inquiète. Tu as assez pour le loyer ce mois-ci, ma chérie? J'ai essayé une fois. En fait, j'économise pour un acompte pour un appartement. Je devrais être prête à acheter dans quelques mois. Maman a hoché la tête distraitement. C'est bien, chérie. Ophélie, tu peux débarrasser les assiettes? Plus tard, Brigitte m'a coincé dans la cuisine. Et, je peux t'emprunter ton ordinateur portable vite fait? J'ai besoin de vérifier mes emails. Mon téléphone est presque mort. Bien sûr. Je le lui ai donné sans réfléchir.
Elle a disparu dans le salon pendant 20 minutes. Je n'y ai rien vu de mal. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma sœur. Je ne savais pas qu'elle parcourait mes documents sauvegardés, mon stockage cloud, le dossier que j'avais stupidement intitulé « Documents importants ». Je ne savais pas que ce dîner était une mission de reconnaissance, mais j'allais le découvrir assez vite. Je devrais vous parler de la fois où Brigitte et moi avons vécu ensemble il y a 3 ans, juste après mon diplôme. Elle avait besoin d'une colocataire. J'avais besoin d'un loyer pas cher. C'était logique. Pendant 8 mois, nous avons partagé un 3 pièces à Villeurbanne. Et parce que c'était ma sœur, parce que je lui faisais entièrement confiance, je n'ai jamais rien caché. Elle a vu mon courrier, mes relevés bancaires, ma carte de sécurité sociale quand je remplissais des papiers pour mon nouveau travail. C'est quoi, ton numéro de sécu, avait-elle demandé une fois, nonchalamment, alors que je triais des documents sur le canapé. Pourquoi? Je mets à jour les contacts d'urgence sur mon forfait téléphonique. Je veux t'ajouter. J'ai récité les chiffres sans hésiter. C'est ma sœur, ai-je pensé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une usurpation d'identité? Il y a eu d'autres moments, aussi. Des petits. Facile à oublier. Et, c'était quoi notre ancienne adresse? Celle sur la rue de la République. J'en ai besoin pour une vérification d'antécédents. C'est quoi déjà le nom de jeune fille de maman? J'oublie tout le temps. C'est quand ton anniversaire? Je veux t'envoyer quelque chose. J'ai répondu à chaque question, donné chaque information qu'elle demandait, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On ne garde pas de secret avec les siens. Je lui fabriquais une clé, pièce par pièce, et je ne savais même pas qu'il y avait une serrure. 3 ans plus tard, j'étais sur le point de découvrir exactement ce qu'elle avait fait de tous ces petits détails, de toutes ces questions innocentes. Mon téléphone était sur le point de vibrer. Une notification était sur le point d'apparaître. Et toute ma vie était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes construit sur le mensonge que ma sœur ne me ferait jamais de mal. Il était 7h42 un mardi matin. La notification est apparue pendant que je me brossais les dents. Alerte de crédit. Votre score a changé. J'ai failli l'ignorer. Mon score de crédit ne changeait jamais. Je payais tout à temps, je maintenais mon utilisation faible, je faisais toutes les choses responsables et ennuyeuses pour lesquelles personne ne vous remercie, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Le nombre qui s'est affiché m'a fait lâcher ma brosse à dents. 412. 412. Ça ne pouvait pas être juste. Il y a 3 mois, j'étais à 780. On ne perd pas 368 points pour un paiement en retard ou une demande de crédit. Une telle chute signifie quelque chose de catastrophique. Mes mains tremblaient quand j'ai consulté le rapport de crédit complet. Cette carte de crédit que je n'avais jamais ouverte. 2 prêts personnels que je n'avais jamais demandés. Tous à mon nom, tous au maximum de leur plafond ou en défaut de paiement. Dette totale, 78 472 €. Je me suis assise sur le bord de ma baignoire parce que mes jambes ne me portaient plus. BNP Paribas. Société Générale. Crédit Agricole. American Express. Des noms que je reconnaissais, des comptes que je n'avais jamais vus. Le plus ancien avait été ouvert il y a 18 mois. J'ai appelé le premier numéro que j'ai trouvé. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais ouvert de carte BNP Paribas de ma vie. Le silence à l'autre bout du fil a duré trop longtemps. Madame, nous avons 7 comptes sous votre numéro de sécurité sociale, tous en règle jusqu'à il y a 2 mois. Voulez-vous que je vous lise les adresses de facturation enregistrées? Oui. Elle a lu une adresse, l'adresse de mes parents. La pièce a commencé à tourner. Madame, vous êtes toujours là. J'étais là. Mais la personne que j'avais été 5 minutes plus tôt, celle qui croyait en sa famille, elle avait déjà disparu. 5 ans. C'est le temps que j'avais mis à économiser pour un acompte. 5 ans de semaine de 60 heures. 5 ans à dire non aux vacances. Non au concert. Non aux petits luxes qui rendent la vie moins semblable à de la survie. J'avais obtenu une préapprobation pour un prêt immobilier la semaine dernière. L'agent immobilier m'avait déjà envoyé 3 annonces. L'une avait un balcon, un vrai balcon,
pas une issue de secours sur laquelle quelqu'un avait posé une plante. Je l'ai appelé cet après-midi-là. Sa voix est passée de chaleureuse à gênée en quelques secondes. Ophélie, je ne sais pas comment vous dire ça. La banque a consulté votre rapport de crédit mis à jour ce matin. Ils ont annulé la préapprobation. Il y a eu une erreur. Je suis en train de la corriger. Je suis désolé. Ils ne travailleront pas avec un score inférieur à 620. Et le vôtre est de 412. Silence. Je suis vraiment désolé, Ophélie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. L'appartement avec le balcon était parti. L'avenir que j'avais construit, brique par brique minutieuse, s'était effondré en une nuit. Non pas parce que j'avais fait une erreur, non pas parce que j'étais irresponsable, mais parce que quelqu'un avait décidé que mon avenir était à sa disposition. J'ai consulté les relevés de cartes de crédit en ligne, ceux auxquels je pouvais accéder après assez de questions de sécurité et de temps d'attente. Les transactions brossaient un tableau. Galerie Lafayette, Sephora, un hôtel de luxe à Annecy, des billets d'avion en première classe pour Monaco, un week-end spa dans le 6e arrondissement de Lyon, 18 mois de luxe. Quelqu'un avait très bien vécu en mon nom. Et chaque dépense, chaque facture, chaque défaut de paiement, tout remontait à une seule adresse IP, la maison de mes parents. Je savais qui y vivait. Je savais qui avait toujours besoin d'argent. Je savais qui m'avait demandé mon numéro de sécurité sociale il y a 3 ans. Mais je ne voulais toujours pas y croire. J'ai passé cette nuit sur mon ordinateur portable, à croiser chaque transaction avec chaque preuve que je pouvais trouver. La chronologie était accablante. Un achat aux Galeries Lafayette le 15 mars. La publication Instagram de Brigitte le lendemain. Un nouveau pull en cachemire. Se faire plaisir. Une réservation dans un hôtel à Annecy en juin. Ces stories de ce week-end-là. Champagne au bord de la piscine. Vue sur le lac. La vie est belle. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne s'attendait jamais à ce que je le découvre. Mais la transaction qui a brisé quelque chose en moi datait du 23 septembre, mon anniversaire. Un achat de 3200 € à la boutique Gucci de Lyon. J'ai fait défiler l'Instagram de Brigitte jusqu'à ce que je la trouve. Une photo du 24 septembre. Son nouveau sac de créateur brillant sous le soleil. Parfois, il faut juste se faire plaisir, disait la légende, avec des emojis cœur, sac de shopping, la vie est belle. Elle s'était acheté un sac Gucci le jour de mon anniversaire avec de l'argent lié à mon nom. De l'argent dont je serais légalement responsable. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de mon immeuble pendant 1 heure. Le moteur était éteint. Les fenêtres étaient fermées. La chaleur étouffait. Mais je ne pouvais pas bouger. Une partie de moi voulait avoir tort. Une partie de moi trouvait déjà des excuses. Peut-être qu'elle était désespérée. Peut-être qu'elle prévoyait de rembourser. Peut-être que c'était un malentendu dont je rirais plus tard. L'autre partie regardait ce sac Gucci et ressentait quelque chose que je n'avais jamais ressenti envers ma sœur auparavant. La rage. J'avais 2 choix. Prétendre que je n'avais rien vu et payer pour le style de vie de ma sœur pendant la prochaine décennie, ou passer l'appel qui déchirerait ma famille. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La voiture de Brigitte était dans l'allée quand je suis arrivé. Bien sûr qu'elle y était. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé, celle que maman insistait pour que je garde en cas d'urgence. Cela ressemblait à une urgence. Elle était dans le salon, consultant son téléphone sur le canapé que j'avais aidé mes parents à choisir il y a 3 Noëls. Elle a levé les yeux quand je suis entré, surprise mais pas alarmée. « Ophélie, qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne me suis pas assise, je n'ai pas enlevé mes chaussures, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte et j'ai posé la question qui me brûlait la poitrine depuis 6 heures. « Brigitte, as-tu ouvert des cartes de crédit à mon nom ?» Son visage est passé par 3 expressions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance, innocence feinte. Quoi? C'est insensé. Pourquoi ferais-je ça? L'adresse IP est cette maison. L'adresse de facturation est cette maison. Les achats correspondent à tes publications Instagram. Elle a cligné des yeux, a posé son téléphone, s'est levée lentement. D'accord, d'accord.
Sa voix a changé, plus dure maintenant, sur la défensive. Mais j'allais le rembourser. 78 000 euros. Tu ne comprends pas à quel point les choses ont été difficiles pour moi. Tu as acheté un sac Gucci le jour de mon anniversaire. Tu as un travail stable. Je n'ai rien. Tu aurais pu m'aider, mais tu ne l'as jamais proposé. Je l'ai regardé fixement. Cette femme avec qui j'avais partagé une chambre d'enfant, partagé des secrets, défendu auprès d'amis qui la trouvaient égoïste. Je n'ai pas proposé parce que tu n'as pas demandé, tu as juste pris. Ce n'est pas du vol si c'est la famille. J'ai entendu des pas derrière moi. La voix de maman, vive d'inquiétude. Que se passe-t-il, Brigitte? Pourquoi cries-tu? Et juste comme ça, la vraie confrontation a commencé. Maman est entrée dans la pièce dans son tablier de jardinage, de la terre encore sur ses gants. Papa a suivi quelques pas derrière, prudent comme toujours. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Brigitte pleurait déjà. Je n'avais pas vu le changement se produire, mais il était là, des larmes coulant sur son visage, sa voix tremblant comme celle d'un enfant. Ophélie m'accuse de vol. Je n'accuse pas, j'énonce des faits. Maman s'est tournée vers moi, son expression se durcissant déjà. Ophélie, que se passe-t-il exactement? J'ai expliqué. Les cartes de crédit, les prêts, les 78 000 euros, l'adresse IP, les transactions qui correspondaient au style de vie de Brigitte comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîte. Maman a écouté. Puis elle a regardé Brigitte. Brigitte, est-ce que c'est vrai? Un sanglot, un hochement de tête. J'ai attendu l'indignation, le choc, le « comment as-tu pu ?» Au lieu de ça, maman s'est retournée vers moi. Tu ne peux pas simplement l'aider à régler ça discrètement? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Maman, elle a volé mon identité. Elle n'a rien volé. Elle a emprunté sans ma permission pendant 18 mois. C'est ta sœur. Elle a ruiné mon crédit. J'ai perdu mon appartement. Le crédit peut être réparé. Il y aura d'autres appartements. J'ai regardé papa. Il se tenait dans le coin, les bras croisés, fixant un poing sur le mur quelque part au-dessus de ma tête. Papa. Il a sursauté. N'a pas croisé mon regard. Ta mère a raison, Ophélie. On devrait gérer ça en famille. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Brigitte reniflait depuis le canapé. Maman est allée s'asseoir à côté d'elle, lui frottant le dos. Je me tenais seul dans le salon de mes parents, les regardant réconforter ma sœur, la voleuse, celle qui avait passé 18 mois à vivre sur mon nom. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'ai essayé une dernière fois. Je me le devais. D'accord, ai-je dit. Vous ne voulez pas que j'aille à la police? Alors aidez-moi à régler ça. Maman a levé les yeux du réconfort de Brigitte. Comment? Un plan de paiement. Toi, papa et Brigitte signaient quelque chose d'officiel. Un accord de remboursement. On le fait certifier par un notaire. Brigitte rembourse l'argent au fil du temps. Je ne porte pas plainte. C'était plus que juste. C'était généreux. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a dit maman. Je ne demande pas une somme forfaitaire. Je demande des comptes. Les larmes de Brigitte s'étaient arrêtées. Elle me regardait maintenant avec quelque chose de froid dans les yeux. Je ne peux rien signer de légal, a-t-elle dit. Et si je ne peux pas faire les paiements? Tu me poursuivrais en justice? Tu me dois déjà 78 000 euros. J'essaie d'éviter le tribunal. Silence. Papa a changé de pied. Les mains de maman se sont immobilisées sur le dos de Brigitte. Donc, votre solution, ai-je dit lentement, c'est que je paie pour les crimes de Brigitte de ma propre poche pendant la prochaine décennie. Maman a soupiré comme si je faisais du drame. Tu te débrouilleras, Ophélie. Tu te débrouilles toujours. Ces 6 mots, tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. Le mantra de toute mon enfance, l'excuse qu'ils avaient utilisée chaque fois qu'ils choisissaient Brigitte plutôt que moi. La raison pour laquelle j'avais passé toute ma vie à être autosuffisante parce que je savais, même enfant, que personne ne viendrait me sauver. J'ai regardé ma mère, mon père, qui ne voulait toujours pas croiser mon regard, ma sœur,
qui vérifiait déjà son téléphone comme si cette conversation l'ennuyait, et j'ai pris ma décision. Vous avez raison, ai-je dit en ramassant mes clés. Je vais me débrouiller, mais pas de la manière que vous voulez. Je suis sorti sans me retourner. Ok, laissez-moi faire une pause ici une seconde. Je veux vous demander quelque chose parce qu'à ce moment-là, je me tenais dans le salon de mes parents, réalisant que personne n'allait m'aider. Qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en payant la dette vous-même pour préserver la paix? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? Mettez votre réponse dans les commentaires. A pour préserver la paix ou B pour passer à l'action. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur ce bouton d'abonnement parce que ce qui va suivre, même moi je ne l'avais pas vu venir. Le lendemain matin, j'en ai parlé à Marc. Marc Dubois travaillait 2 bureaux plus loin que moi. Le droit des sociétés n'était pas sa spécialité. Il s'occupait principalement des contrats et de la conformité, mais il avait son diplôme d'avocat. Et à ce moment-là, il était ce que j'avais de plus proche d'un conseiller juridique. Nous nous sommes assis dans la salle de pause pendant le déjeuner. J'ai tout déballé. Les cartes de crédit, les prêts, la réunion de famille, le refus de mes parents d'aider. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a posé son café. Ophélie, ce n'est pas un différend familial. C'est une usurpation d'identité, un délit pénal. Je sais. Elle pourrait écoper jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mon estomac s'est noué. 2 ans? C'est le maximum. En réalité, pour une première infraction, elle obtiendrait probablement du sursis et une obligation de remboursement, mais tu as tout à fait le droit de porter plainte. C'est ma sœur. Et elle t'a traité comme un distributeur automatique. Il s'est penché en avant. J'ai déjà vu ça. Les gens qui volent leur famille comptent sur une chose. Que la famille ne les dénoncera pas. Dès que tu déposes cette plainte, tu leur enlèves ce pouvoir. Et si je me trompe? S'il y a une explication? Y en a-t-il une? J'ai pensé à l'adresse IP, à l'adresse de facturation, aux publications Instagram, au sac Gucci acheté le jour de mon anniversaire. Non. Alors tu ne te trompes pas. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, l'a fait glisser sur la table. Police nationale de Lyon, brigade financière. Et tu voudras aussi déposer une plainte auprès de la DGCCRF. Il s'occupe de l'usurpation d'identité. J'ai fixé le numéro. Tout ce dont tu as besoin est déjà par écrit, a dit Marc. Les rapports de crédit, l'adresse IP, l'historique des transactions. La police demandera le reste par réquisition. Tu n'as rien à prouver toi-même. J'ai enregistré le numéro. Je ne l'ai pas appelé ce jour-là, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de faire défiler d'anciennes conversations par SMS avec Brigitte. Des années de messages, de vœux d'anniversaire, de mèmes, de nouvelles aléatoires sur rien. Et puis j'ai commencé à remarquer des schémas. Il y a 3 ans, juste après que nous ayons cessé d'être colocataires. Et, c'est quoi ton ancienne adresse? Celle sur la rue de la République. J'en ai besoin pour une vérification d'antécédents. Je l'avais envoyé sans poser de questions. Il y a 2 ans et demi. Tu te souviens du nom de jeune fille de maman? J'ai oublié et j'en ai besoin pour un formulaire. J'avais répondu Williams. Pourquoi? Juste un truc de banque. Merci, sœurette. Il y a 2 ans. C'est quand ton anniversaire déjà? Je veux t'envoyer quelque chose. Elle connaissait mon anniversaire. Elle avait été à 25 d'entre eux, mais je l'avais quand même tapé. Le 23 septembre. Et puis il y a 18 mois, une semaine avant l'ouverture de la première carte de crédit frauduleuse. Et, tu peux m'envoyer ton numéro de sécu? Je veux t'ajouter au forfait téléphonique familial. J'ai fait défiler jusqu'à ma réponse. Les chiffres envoyés avec un emoji cœur. Voilà. Merci de m'ajouter. C'était là, par écrit. Le moment où j'ai tendu à ma sœur la clé de toute mon identité financière sans même m'en rendre compte. Question de sécurité, adresse précédente, nom de jeune fille de la mère, numéro de sécurité sociale. Elle avait collecté des morceaux de moi pendant des années. Patiemment, méthodiquement, attendant le moment où elle en aurait besoin.
J'ai fixé ce message pendant 20 minutes. Je l'avais envoyé. Moi. Je lui avais donné mon numéro de sécurité sociale parce qu'elle avait demandé gentiment et que je lui faisais confiance. Comment porte-t-on plainte contre quelqu'un pour avoir utilisé exactement ce que vous lui avez donné? On le fait parce que ce qu'ils en ont fait était un crime. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro que Marc m'avait donné. La brigade financière était plus petite que ce que je pensais. 3 bureaux, des néons, une fontaine à eau qui gargouillait dans le coin. L'inspecteur Angela Fournier avait la quarantaine, des cheveux courts parsemés de gris et le genre de regard fatigué qui avait vu trop de cas comme celui-ci. Elle a écouté pendant que je lui expliquais tout, le rapport de crédit, les transactions, les SMS, la réunion de famille. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête lentement. C'est un cas clair, mademoiselle Carter. Nous allons ouvrir une enquête. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines pour rassembler les preuves. Nous demanderons les registres par réquisition, tracerons les adresses IP, vérifierons les signatures sur les demandes. Elle m'a regardé. Êtes-vous préparé à ce qui va suivre? Que voulez-vous dire? Je veux dire, votre sœur sera arrêtée. Elle sera inculpée. Cela ira au tribunal. Elle a fait une pause. Les affaires de famille sont difficiles. Les gens changent d'avis. Ils ne veulent pas témoigner. Je ne changerai pas d'avis. Je l'espère. Elle m'a tendu une carte. Appelez-moi si quelque chose se passe. Et mademoiselle Carter, vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis sorti du commissariat en me sentant plus légère et plus lourde à la fois. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Je leur devais bien ça. J'ai déposé une plainte à la police aujourd'hui, ai-je dit, contre Brigitte. Le silence a duré 3 secondes. Puis maman a explosé. Tu as fait QOI? Je n'avais pas le choix. Tu envoies ta sœur en prison. Je signale un crime. C'est la famille. Elle m'a volé 78 000 €. On ne t'a pas élevé comme ça. Vous m'avez élevé pour qu'on profite de moi. La voix de maman est devenue glaciale. Si tu ne retires pas ces accusations, Ophélie, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. La ligne a été coupée. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré pour la première fois en 4 ans. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de papa. Réunion de famille dimanche 14 h. S'il te plaît, viens. J'ai failli ne pas y aller, mais une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir qui croyait encore à la rédemption, a pensé qu'ils avaient peut-être changé d'avis. Peut-être qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient eu tort. Je m'étais trompé sur le fait d'avoir tort. Quand je suis entré dans le salon de mes parents, il n'y avait pas seulement maman, papa et Brigitte qui m'attendaient. Tante Carole était là. Oncle Pierre, grand-mère Jeanne dans son fauteuil roulant, les lèvres pincées de désapprobation. Même mon cousin Cédric, que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Un tribunal. C'est ce que c'était. Assieds-toi, Ophélie, a dit maman. Sa voix était de glace. Je suis resté debout. Maman s'est levée du canapé. Ophélie doit expliquer à tout le monde pourquoi elle essaie de détruire cette famille. Tante Carole a parlé la première. Brigitte a fait une erreur. Ophélie, on fait tous des erreurs. Oncle Pierre, tu vas gâcher sa vie pour de l'argent. L'argent peut être remplacé. Grand-mère Jeanne, secouant la tête, de mon temps, les familles réglaient leurs affaires en privé. C'est honteux. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. 12 personnes, pas une de mon côté. Brigitte était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, des larmes coulant sur son visage, la main de maman sur son épaule. La victime, la fragile, la fille qui méritait d'être protégée. Regarde là, a dit maman. Regarde ce que tu fais à ta sœur. Je l'ai regardé. J'ai vu une femme de 31 ans qui avait passé 18 mois à me voler sans une seconde d'hésitation. Qui avait acheté des sacs de créateurs, des week-ends au spa et des vols en première classe pendant que je travaillais 60 heures par semaine. Je ne détruis pas cette famille, ai-je dit. Brigitte l'a fait il y a 18 mois quand elle a décidé que mon identité était à sa disposition. Je suis juste celle qui l'a découvert. Personne n'a répondu. Papa a finalement parlé. Il était resté silencieux dans le coin, les bras croisés, fixant le sol.
Ophélie. Sa voix s'est brisée. Tu ne peux pas laisser tomber, pour moi. Pour lui? Pas pour la justice. Pas pour ce qui est juste. Pour lui, pour qu'il n'ait pas à supporter l'inconfort d'avoir une fille qui a commis un crime et une autre qui a refusé d'être une victime. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux, brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. Non, papa, je ne peux pas. Maman s'est levée. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Si tu franchis cette porte, Ophélie, ne reviens pas. La pièce retenait son souffle. 12 paires d'yeux sur moi, attendant. J'ai pris mon sac, me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. J'ai passé toute ma vie à être la fille qui n'avait besoin de rien. Celle qui se débrouillait seule, celle qui ne demandait jamais d'aide parce que je savais qu'elle ne viendrait pas. Et j'ai accepté ça. Ma voix était stable, plus calme que je ne le sentais. Mais je n'accepterai pas de payer pour un crime que je n'ai pas commis juste parce que la criminelle porte le même nom de famille que moi. J'ai ouvert la porte, je suis passé. Derrière moi, j'ai entendu maman commencer à pleurer, pas les petits reniflements qu'elle avait eus pour Brigitte. C'étaient des sanglots laids. Le son de quelqu'un qui perd le contrôle d'une histoire qu'il écrivait depuis 30 ans. J'ai continué à marcher. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je verrais ma famille avant la salle d'audience. Et je ne savais certainement pas qu'ils préparaient déjà leur prochain coup. 3 semaines de silence, pas d'appel de maman, pas de SMS de papa. Brigitte m'a bloqué partout. Instagram, Facebook, même LinkedIn, comme si j'avais essayé de réseauter avec elle après ça. Je suis allé travailler, suis rentré, et vérifié mon rapport de crédit de manière obsessionnelle, j'ai attendu. Puis l'inspecteur Fournier a appelé. Mademoiselle Carter, nous avons assez pour poursuivre. Le procureur de la République engage des poursuites. Je me suis assise par terre dans ma cuisine parce que mes jambes ne me portaient plus. Quelles accusations? Usurpation d'identité, fraude à la carte de crédit, fraude postale. Elle a redirigé certains de vos relevés à l'adresse de vos parents. Une pause. Elle risque entre 2 et 5 ans de prison si elle est reconnue coupable. 5 ans, ai-je répété. C'est le maximum. En réalité, sans casier judiciaire, elle obtiendra probablement une négociation de peine, du sursis, une obligation de remboursement, peut-être des travaux d'intérêt général. Une autre pause. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi? Au cours de notre enquête, nous avons trouvé une autre victime, une ancienne colocataire de votre sœur d'il y a environ 6 ans. Même schéma. Carte de crédit, petit prêt. Elle n'a jamais porté plainte. Le sol a basculé. Je ne suis pas la première. Non, vous êtes juste la première à ne pas être restée silencieuse. J'ai fermé les yeux. Toutes ces années à penser que j'étais spéciale. La sœur de confiance. Celle que Brigitte ne blesserait jamais. Je n'étais pas spéciale. J'étais juste la suivante sur la liste. Une comparution initiale est prévue pour jeudi prochain, a poursuivi l'inspecteur Fournier. Vous recevrez une convocation en tant que témoin essentiel. Je devrais témoigner à un moment donné? Oui. Mais la comparution initiale est juste la lecture formelle des charges. Vous n'avez pas à parler. Vous devez juste être là. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Jeudi prochain, dans 7 jours, je serai assise dans une salle d'audience et je regarderai ma sœur répondre de ses actes. Je n'étais pas prête, mais j'y serai quand même. Le palais de justice de Lyon était tout en angle vif et en néon. J'avais mis ma tenue la plus professionnelle, un blazer marine, un chemisier blanc, les cheveux tirés en arrière, une armure. La salle d'audience était plus petite que ce que je pensais. Boiserie, bandure, le sceau de la République derrière le fauteuil du juge, une poignée de personnes attendant pour d'autres affaires, un greffier installant sa machine. J'ai pris place au 3e rang. Section des témoins, avait dit l'huissier. J'ai joint mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Brigitte était déjà là, à la table des accusés. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, les cheveux plats, portant un gilet gris au lieu de ses pièces de créateur habituelles. Son avocat, un homme mince aux cheveux argentés, lui murmurait quelque chose à l'oreille. Elle ne m'a pas regardé.
J'ai fixé l'arrière de sa tête et j'ai attendu. Puis les portes se sont ouvertes. Je me suis retourné, m'attendant à un autre étranger, une autre affaire. C'étaient mes parents. Maman dans sa robe du dimanche, papa dans la veste de sport qu'il portait au mariage et aux enterrements. Ils ont descendu l'allée centrale et pendant un instant stupide et désespéré, j'ai pensé qu'ils étaient venus pour moi. Ils sont passés juste devant ma rangée. Ils se sont assis directement derrière Brigitte. Maman s'est penchée en avant et a pressé l'épaule de Brigitte. Papa a fait un signe de tête à son avocat. Ma mère a tourné la tête. Nos yeux se sont croisés. Son expression était de pierre. « Levez-vous » a appelé l'huissier. La cour, présidée par Madame la juge Patricia Coulon. La juge est entrée, une femme noire d'une cinquantaine d'années, des lunettes sur le nez, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait vu un millier de cas comme celui-ci. Mais elle n'avait pas encore vu celui-ci. Elle ne savait pas ce que mes parents s'apprêtaient à faire. Moi non plus. La comparution a commencé de manière routinière. Les charges ont été lues. Brigitte a plaidé non coupable, sa voix petite et tremblante. La caution a été discutée. Puis son avocat s'est levé. Votre honneur, nous avons 2 témoins de moralité qui aimeraient parler au nom de l'accusé. Ses parents, Richard et Martine Carter. La juge Coulon a jeté un coup d'œil à l'accusation. Une objection? Non, votre honneur. Très bien. Madame Carter, veuillez vous présenter à la barre. Maman s'est approchée de la barre des témoins comme si elle approchait d'un autel. Elle a prêté serment de dire la vérité. Puis elle m'a regardé. Ma fille Brigitte a fait une erreur, a-t-elle commencé. Ce n'est pas une criminelle. C'est une gentille fille qui a été dépassée par les événements. Le procureur est resté silencieux. C'était une comparution initiale, pas un procès. Les témoignages de moralité étaient inhabituels, mais pas interdits. Et Ophélie, a poursuivi maman, sa voix se durcissant. Ophélie a toujours été jalouse de sa sœur. Elle est rancunière. Elle a toujours gardé des rancunes. J'ai arrêté de respirer. Ophélie utilise cette situation pour détruire notre famille pour de l'argent. La voix de maman s'est brisée. Ma fille Brigitte ne mérite pas que sa vie soit ruinée parce que sa sœur est amère et pleine de ressentiment. Papa a pris la barre ensuite. Son témoignage a été plus court, mais non moins dévastateur. Brigitte allait le rembourser, a-t-il dit. Elle nous l'a dit. Ophélie ne lui a jamais donné une chance. Elle est allée directement à la police sans même nous parler d'abord. C'était un mensonge. Je leur avais parlé. J'avais supplié pour un plan de paiement, mais je ne pouvais pas parler. Les témoins ne peuvent pas interrompre. Je suis restée assise dans cette salle d'audience, les paroles de mes parents flottant dans l'air comme du poison et j'ai senti tous les yeux se tourner vers moi. La fille rancunière, la destructrice de famille, la victime que personne ne croyait. Laissez-moi faire une pause ici. J'ai besoin que vous entendiez vraiment ce qui vient de se passer. Ma mère s'est tenue devant une juge, sous serment, et m'a qualifié de rancunière pour avoir signalé un crime commis contre moi, pour 78 000 € que je n'ai pas dépensés. Ma propre mère. Si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un qui était censé vous protéger, vous connaissez ce sentiment. Dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été dans une situation où votre famille a choisi le mauvais camp? Je veux entendre votre histoire et rester avec moi car ce que la juge a dit ensuite a tout changé. La juge Coulon était restée silencieuse pendant les témoignages de mes parents. Elle n'avait pas interrompu, n'avait pas levé un sourcil, n'avait donné aucune indication de ce qu'elle pensait. Maintenant, alors que papa descendait de la barre des témoins, elle a ajusté ses lunettes et a regardé les documents devant elle, prenant son temps. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Monsieur et Madame Carter, dit-elle enfin, veuillez rester debout. Mes parents ont échangé un regard. La main de papa a trouvé celle de maman. J'ai entendu votre témoignage. La voix de la juge Coulon était mesurée, presque conversationnelle. Vous croyez que votre fille, Brigitte, a fait une erreur et mérite de la clémence. Vous croyez que votre fille Ophélie agit par rancune plutôt que par grief légitime? Maman a hoché la tête avec empressement. Oui, votre honneur. C'est exactement. Je n'avais pas fini.
La bouche de maman s'est fermée. La juge Coulon a de nouveau regardé le dossier. Je pouvais voir les rapports de crédit à l'intérieur, les registres de transactions, les preuves que l'inspecteur Fournier avait compilées. Je vois ici que cette carte de crédit ont été ouvertes frauduleusement, 2 prêts personnels, une dette totale d'environ 78 000 €. Elle a levé les yeux. Tout au nom de votre fille Ophélie, tout tracé jusqu'à votre domicile. Brigitte traversait une période difficile, a commencé maman. Je n'ai pas posé de questions, Madame Carter. Silence. La juge a posé le dossier, a enlevé ses lunettes, a croisé les mains. J'ai une question pour vous deux. Mon cœur s'est arrêté. La salle d'audience semblait rétrécir. Tout le monde regardait. Les avocats, le greffier, l'huissier, les étrangers qui attendaient leurs propres affaires. La juge Coulon a regardé directement mes parents et a posé la question qui allait tout changer. Monsieur et Madame Carter. La voix de la juge Coulon était calme, presque douce, comme un médecin sur le point de donner un diagnostic. Si vous croyez que votre fille Ophélie est rancunière de signaler ce crime, si vous croyez qu'elle aurait dû gérer cela en privé au sein de la famille, je dois vous demander quelque chose. La salle d'audience retenait son souffle. À un quelconque moment au cours des 4 dernières semaines, l'un de vous deux a-t-il proposé de rembourser la dette de 78 000 € que votre fille Brigitte a créée au nom d'Ophélie? La question flottait dans l'air comme une lame. Maman a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Papa fixait le sol. 5 secondes passèrent. 10. 15. La juge Coulon attendait. Nous, commença maman. S'arrêta. Ses mains tremblaient. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je n'ai pas demandé si vous aviez l'argent. J'ai demandé si vous aviez proposé. Silence. Avez-vous proposé un plan de paiement? Avez-vous proposé de vous porter co-emprunteur pour un prêt? Avez-vous proposé quoi que ce soit pour aider votre fille Ophélie? Celle dont le crédit a été détruit, dont l'avenir a été volé, dont l'identité a été utilisée sans son consentement? Rien. Lui avez-vous même demandé comment elle allait? Le visage de maman s'est décomposé. La façade polie s'est brisée. Des larmes. De vraies larmes cette fois, pas le genre théâtral qu'elle avait coaché Brigitte à produire, coulaient sur ses joues. Papa ne levait toujours pas les yeux. Votre silence est noté. La juge Coulon a remis ses lunettes. Vous avez demandé à ce tribunal de faire preuve de miséricorde envers la fille qui a commis la fraude. Mais je ne vois aucune preuve, aucune, que l'un de vous deux ait fait preuve de miséricorde envers la fille qui en est devenue la victime. J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée d'étrangers, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La validation. Quelqu'un voyait enfin la vérité. Maman sanglotait maintenant. Pas les larmes douces et sympathiques qu'elle avait produites en réconfortant Brigitte. C'était laid, brut. Le son de quelqu'un dont le masque venait d'être arraché. Je voulais juste garder ma famille unie, a-t-elle étouffé. L'expression de la juge Coulon n'a pas changé. Madame Carter. Une famille n'est pas soudée par le sacrifice d'un de ses membres pour les crimes d'un autre. Elle est soudée par la responsabilité, l'honnêteté et un traitement équitable. Elle s'est tournée vers Brigitte. Ma sœur n'avait pas bougé depuis que la question avait été posée. Elle était assise, figée à la table des accusés, la main de son avocat sur son bras, regardant droit devant elle comme si elle voyait son avenir s'effondrer en temps réel. Mademoiselle Brigitte Carter, vous avez plaidé non coupable. Cependant, les preuves présentées à ce tribunal sont substantielles. Des demandes de cartes de crédit tracées jusqu'à votre résidence. Des relevés de transactions correspondant à votre activité sur les réseaux sociaux. Des messages textes demandant des informations personnelles sensibles à la victime. L'avocat de Brigitte a commencé à parler. La juge Coulon a levé la main. Je fixe ce procès. Mademoiselle Carter restera en liberté sous caution avec les conditions suivantes, interdiction de contact avec la victime, pointages obligatoires avec un agent de probation et remise du passeport. Elle a regardé Brigitte directement. Mademoiselle Carter, je vous suggère fortement de consulter votre avocat sur les avantages d'une négociation de peine. Les preuves contre vous sont convaincantes. Le marteau est tombé. La cour se réunira de nouveau dans 6 semaines. Alors que l'huissier appelait l'affaire suivante, Brigitte s'est finalement retournée.
Elle m'a regardé, non pas avec remords, non pas avec honte, mais avec haine. Une haine pure et non diluée. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma sœur n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de pleurer la relation que nous avions autrefois, car cette relation n'avait jamais vraiment existé. 6 semaines plus tard, Brigitte a accepté la négociation de peine. Je n'étais pas là pour le verdict. Mon avocat a dit que ce n'était pas nécessaire, mais l'inspecteur Fournier m'a appelé ensuite avec les détails. Elle a plaidé coupable d'usurpation d'identité et de fraude à la carte de crédit, a dit Fournier. L'accusation de fraude postale a été abandonnée dans le cadre de l'accord. Quelle est sa peine? 2 ans de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, une pause, et un remboursement intégral pour vous. 78 000 € plus les intérêts. Elle effectuera des paiements mensuels jusqu'à ce que ce soit remboursé. J'ai fait le calcul dans ma tête. À son niveau de revenu, cela prendrait au moins 10 ans, peut-être plus. Quoi d'autre? Une ordonnance d'interdiction de contact. Elle ne peut pas vous approcher, vous appeler, vous envoyer un email ou vous contacter par des tiers. Si elle viole sa mise à l'épreuve, manque un paiement, ne se présente pas à un pointage, quoi que ce soit, elle va en prison pour purger les 2 ans complets. Et son casier. Une condamnation pour délit. Cela apparaîtra sur chaque vérification d'antécédents pour le reste de sa vie. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone collé à mon oreille, essayant de ressentir quelque chose. Le triomphe, peut-être. Le soulagement. La justice. Ce que je ressentais, c'était l'épuisement. Mademoiselle Carter, vous êtes toujours là. Oui, je suis là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais c'est le cas. Est-ce que ça devient plus facile, de savoir que vous avez envoyé votre propre sœur? J'ai arrêté. Point savoir que vous avez dénoncé votre propre famille. Vous ne l'avez envoyé nulle part. Ses choix l'ont fait. La voix de l'inspecteur Fournier s'est adoucie. Prenez soin de vous, mademoiselle Carter. Vous l'avez bien mérité. Elle a raccroché. J'ai regardé autour de mon petit studio. Les mêmes 37 mètres carrés de moquette beige, la même fenêtre donnant sur le parking. Mais quelque chose était différent maintenant. J'étais différente. 3 jours après le verdict, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, la curiosité peut-être ou cet espoir tenace que je n'arrivais pas à tuer, m'a fait décrocher. Ophélie. Sa voix était fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs. On peut parler? Juste toi et moi. Pas ta mère. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Territoire neutre. Il avait l'air plus petit en personne, dégonflé, comme si on lui avait enlevé l'air. Je ne suis pas là pour m'excuser pour ta mère, a-t-il dit, fixant son café intact. Elle n'est pas prête pour ça. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Alors pourquoi es-tu là? Il m'a enfin regardé. Parce que j'aurais dû dire quelque chose. À la maison, au tribunal, il a dégluti. Je savais que c'était mal. Ce que Brigitte a fait, ce que nous te demandions d'accepter. C'est juste. Je ne savais pas comment arranger les choses. Tu n'avais pas à arranger les choses, papa. Tu devais juste être à mes côtés. Silence. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je le sais maintenant. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure. Il ne s'est pas complètement excusé. Pas comme j'en avais besoin, mais il a reconnu ce qui s'était passé. Il a admis qu'il m'avait laissé tomber. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. J'ai fixé mes limites avant de partir. Je ne serai à aucun événement familial où Brigitte sera présente. Tu peux m'appeler, mais nous ne discuterons pas d'elle. Et maman pourra me contacter quand elle sera prête à avoir une vraie conversation, pas une où elle défend Brigitte ou me blâme. Ophélie. Ce sont mes conditions, papa. À prendre ou à laisser. Il a hoché la tête lentement. D'accord, je peux faire ça. Je suis rentré seul en voiture. Une relation sauvable, une incertaine, une morte. Il faudrait que ce soit suffisant. 6 mois après le procès,
j'ai reçu mon premier chèque de restitution, 472 €, une fraction de ce que Brigitte me devait. Mais c'était quelque chose, la preuve que les conséquences existaient, que les actions avaient un poids. Je l'ai déposé sur mon compte épargne et j'ai regardé le chiffre grandir. Mon score de crédit était passé de 412 à 580. Toujours pas génial, mais en amélioration. Chaque mois, les comptes frauduleux étaient supprimés. Chaque mois, je récupérais un morceau de moi-même. Au travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma patronne m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'avais des ennuis, mais au lieu de ça, elle m'a offert une promotion. J'ai entendu parler de ce que vous avez traversé, a-t-elle dit. Pas les détails, juste les grandes lignes. Il faut beaucoup d'intégrité pour poursuivre quelque chose comme ça quand la famille est impliquée. Ce n'était pas une question d'intégrité. C'était une question de survie. C'est parfois la même chose. J'ai eu une augmentation, un nouveau titre, un bureau avec une fenêtre, petit mais à moi. L'appartement avec le balcon était parti depuis longtemps, mais j'en ai trouvé un autre. Signature dans 8 mois. La compte était presque prêt. Je vivais toujours dans mon studio, je suivais toujours chaque euro. Mais ce suivi semblait différent maintenant. Moins de survie, plus de construction, moins de dissimulation, plus de croissance. J'allais en thérapie toutes les 2 semaines. Un groupe de soutien pour les victimes d'usurpation d'identité une fois par mois. Il s'avère que nous sommes nombreux. Il s'avère que les membres de la famille sont les auteurs les plus courants. Je n'étais pas seul. Je ne l'avais jamais été. Je ne savais juste pas où chercher. Un soir, je me tenais dans ma cuisine en préparant le dîner pour moi-même et j'ai réalisé que je fredonnais. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je l'avais fait. La guérison n'est pas une ligne droite. Mais j'étais enfin en train de la parcourir. Les gens me demandent si je le regrette. D'avoir porté plainte, d'avoir perdu ma famille, d'avoir vu ma mère pleurer dans une salle d'audience et de ne ressentir que de la justification. La réponse honnête est parfois. Certaines nuits, je tends encore la main vers mon téléphone pour envoyer un SMS stupide à Brigitte. Un mème, un souvenir, une question que seule elle comprendrait. Puis je me souviens et l'absence frappe à nouveau. La sœur que je pensais avoir me manque. Les dîners du dimanche où je me sentais faire partie de quelque chose me manquent. Le fantasme d'une famille qui me mettait en premier me manque, même si ce fantasme n'a jamais été réel. Mais je ne regrette pas de m'être choisi. Pendant 27 ans, j'ai été la facile. Celle qui n'avait besoin de rien. Celle qui gérait les choses pour que tout le monde puisse s'effondrer. Cette Ophélie est partie. L'Ophélie que je suis maintenant a des limites. Des limites claires et non négociables. Je ne partage pas d'informations personnelles avec qui que ce soit, famille ou autre, sans raison. Je n'accepte pas les culpabilisations comme des arguments. Je ne sacrifie pas mon bien-être pour que d'autres puissent éviter l'inconfort. Et je ne confonds pas l'amour avec la tolérance pour la maltraitance. Ma mère a dit que j'avais détruit notre famille. Peut-être qu'elle a raison. Mais voici ce que j'ai appris. Si une famille ne reste unie que lorsqu'une personne accepte d'être détruite, alors ce n'était jamais vraiment une famille. C'était un système. Et j'étais le mur porteur. Au moment où j'ai arrêté de porter, tout s'est effondré. Mais ce n'est pas ma faute. C'est juste de la physique. Donc, si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû choisir entre préserver la paix et garder votre respect de vous-même, je veux entendre votre histoire. Mettez-la dans les commentaires. Nous sommes tous dans le même bateau. Et rappelez-vous, vous avez le droit d'arrêter d'être la personne facile. Avant de partir, je veux partager quelque chose que j'ai appris en thérapie. Ma thérapeute m'a demandé une fois pourquoi je pensais que Brigitte avait fait ce qu'elle avait fait. J'ai dit qu'elle était égoïste, avide, une mauvaise personne. Elle a secoué la tête. Votre sœur n'est pas mauvaise. Elle est brisée d'une manière spécifique. Voici ce que j'en suis venu à comprendre. Brigitte était l'enfant en or qui n'a jamais développé sa propre identité. Nos parents l'ont tellement protégée qu'elle n'a jamais appris à gérer l'échec, la déception ou la responsabilité. Quand la vie est devenue difficile, elle n'avait pas de mécanisme d'adaptation. Elle avait le shopping. Elle avait le déni. Elle m'avait, moi. Elle a utilisé mon identité parce qu'elle n'en avait pas elle-même.
Cela ne rend pas la chose acceptable. Cela ne la rend pas pardonnable, mais cela la rend compréhensible. Et moi, j'étais l'enfant invisible. Celle qui a appris très tôt que mes besoins n'avaient pas d'importance. Que demander de l'aide était inutile. Que l'indépendance était le prix de la survie. J'ai donné à Brigitte mon numéro de sécurité sociale parce que je n'ai jamais appris que j'avais le droit de dire non, même à la famille, surtout à la famille. Donc, voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Premièrement, la confiance se mérite, elle n'est pas automatique. Le sang n'est pas synonyme de sécurité. Deuxièmement, les gens qui vous traitent de dramatique pour avoir fixé des limites sont généralement ceux qui bénéficient du fait que vous n'en ayez aucune. Troisièmement, se protéger n'est pas une trahison. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Vous avez le droit de refuser d'être utilisé. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui ne vous voient que comme une ressource. Même si ces personnes vous ont élevé, même si ces personnes partagent votre sang, même si ces personnes appellent ça de l'amour.